Bonjour à toutes et à tous, on continue avec le chapitre 26, l'amour moral. There also was, of course, in Adlin, that calm partition, Polish and the others, which near can pass the equinoctial line of anything which nature would express, just as a mandarin finds nothing fine, at least his manner suffers not to guess that anything he views can greatly please. Don Juan. Il y a un peu de folie dans la manière de voir de toute cette famille, pensait la maréchale. Ils sont engoués de leur jeune abbé, qui ne sait qu'écouter avec d'assez beaux yeux, il est vrai. Julien, de son côté, trouvait dans les façons de la maréchale un exemple à peu près parfait de ce calme patricien, qui respire une politesse exacte et encore plus l'impossibilité d'aucune vive émotion. L'imprévu dans les mouvements, le manque d'empire sur soi-même eût scandalisé Madame de Fervaques presque autant que l'absence de majesté envers les inférieurs. Le moindre signe de sensibilité eût été à ses yeux comme une sorte d'ivresse morale dont il faut rougir, et qui nuit fort à ce qu'une personne d'un rang élevé se doit à soi-même. Son grand bonheur était de parler de la dernière chasse du roi, son livre favori, les mémoires de duc de Saint-Simon, surtout pour la partie généalogique. Julien avait la place qui, d'après la disposition des Lumières, convenait au genre de beauté de Madame de Fervaques. Il s'y trouvait d'avance, mais avait grand soin de tourner sa chaise de façon à ne pas apercevoir Mathilde. Étonnée de cette constance à se cacher d'elle, un jour elle quitta le canapé bleu et vint travailler auprès d'une petite table voisine de fauteuil de la maréchale. Julien la voyait assez près, par-dessous le chapeau de Madame de Fervaques. Ses yeux qui disposaient de son sort l'effrayaient d'abord aperçu de si près, ensuite le jetèrent violemment hors de son apathie habituelle et parla et fort bien. Il adressait la parole à la maréchale, mais son but unique était d'agir sur l'âme de Mathilde. Il s'anima de telle sorte que Madame de Fervaques arriva à ne plus comprendre ce qu'il disait. C'était un premier mérite. Si Julien eut l'idée de le compléter par quelques phrases de mysticité allemande, de haute religiosité et de jésuitisme, la maréchale l'eût rangé d'emblée parmi les hommes supérieurs appelés à régénérer le siècle. Puisqu'il est d'assez mauvais goût, se disait mademoiselle de la Mole, pour parler ainsi longtemps et avec tant de feu à madame de Fervaques, je ne l'écouterai plus. Pendant toute la fin de cette soirée, elle tint la parole. Elle tint parole, quoique avec peine. À minuit, lorsqu'elle prit le bougeoir de sa mère pour l'accompagner à sa chambre, madame de la Mole s'arrêta sur l'escalier pour faire un éloge complet de Julien. Mathilde acheva de prendre de l'humeur, elle ne pouvait trouver le sommeil. Une idée la calma. Ce que je méprise peut encore faire un homme de grand mérite aux yeux de la maréchale. Pour Julien, il avait agi, il était moins malheureux. Ses yeux tombèrent par hasard sur le portefeuille en cuir de Russie, où le prince Korassov avait enfermé les 53 lettres d'amour dont il lui avait fait cadeau. Julien vit en note, au bas de la première lettre, on envoie le numéro 1, 8 jours après la première vue. « Je suis en retard, s'écria Julien, car il y a bien longtemps que je vois madame de Fervaques. Il se mit aussitôt à transcrire cette première lettre d'amour. C'était une homélie remplie de phrases sur la vertu et ennuyeuse à périr. Julien eut le bonheur de s'endormir à la seconde page. Quelques heures après, le grand soleil le surprit appuyé sur sa table. Un des moments les plus pénibles de sa vie était celui où, chaque matin, en s'éveillant, il s'apprenait son malheur. Ce jour-là, il acheva la copie de sa lettre presque en riant. Est-il possible, se disait-il, qu'il se soit trouvé un jeune homme pour écrire ainsi? Il compta plusieurs phrases de 9 lignes. Au bas de l'original, il aperçut une note au crayon. On porte ses lettres soi-même, à cheval, cravate noire, redingote bleue. On remet la lettre au portier d'un air contrit, profonde mélancolie dans le regard. Si l'on aperçoit quelques femmes de chambre, essuyez ses yeux furtivement. Adressez la parole à la femme de chambre.
Tout cela fut exécuté fidèlement. Ce que je fais est bien hardi, pensa Julien en sortant de l'hôtel de Fervaques. Mais tant pis pour Korassov. Oser écrire à une vertu si célèbre. Je vais en être traité avec le dernier mépris, et rien ne m'amusera davantage. C'est au fond la seule comédie à laquelle je puisse être sensible. Oui, couvrir de ridicule cet air si odieux, que j'appelle moi, m'amusera. Si je m'en croyais, je commettrais quelques crimes pour me distraire. Depuis un mois, le plus beau moment de la vie de Julien était celui où il remettait son cheval à l'écurie. Korassov avait expressément défendu de regarder sous quelque prétexte que ce fût la maîtresse qui l'avait quitté. Mais le pas de ce cheval, qu'elle connaissait si bien, la manière avec laquelle Julien frappait de sa cravache à la porte de l'écurie pour appeler un homme, attirait quelquefois Mathilde derrière le rideau de sa fenêtre. La mousseline était si légère que Julien voyait à travers. En regardant d'une certaine façon sous le bord de son chapeau, il apercevait la taille de Mathilde sans voir ses yeux. Par conséquent, se disait-il, il ne peut voir les miens, et si on n'est point là la regarder. Le soir, Madame de Fervaques fut pour lui exactement comme si elle n'eût pas reçu la dissertation philosophique, mystique et religieuse que le matin elle avait remise à son portier avec tant de mélancolie. La veille, le hasard avait révélé à Julien le moyen d'être éloquent. Il s'arrangea de façon à voir les yeux de Mathilde. Elle, de son côté, un instant après l'arrivée de la maréchale, quitta le canapé bleu. C'était déserté sa société habituelle. Monsieur de Croisenois parut consterné de ce nouveau caprice. Sa douleur évidente ôta à Julien ce que son malheur avait de plus atroce. Cet imprévu dans sa vie le fit parler comme un ange. Et comme l'amour-propre se glisse même dans les cœurs qui servent de temple à la vertu la plus auguste. Madame de la Mole a raison, se dit la maréchale en remontant en voiture. Ce jeune prêtre a de la distinction. Il faut que les premiers jours, ma présence l'ait intimidé. Dans le fait, tout ce que l'on rencontre dans cette maison est bien léger. Je n'y vois que des vertus aidées par la vieillesse et qui avaient grand besoin des glaces de l'âge. Ce jeune homme aura su voir la différence. Il écrit bien, mais je crains fort que cette demande de l'éclairer de mes conseils qui me fait dans sa lettre ne soit au fond qu'un sentiment qui s'ignore soi-même. Toutefois que de conversions ont ainsi commencé. Ce qui me fait bien augurer de celui-ci, c'est la différence de son style avec celui de jeunes gens dont j'ai eu occasion de voir les lettres. Il est impossible de ne pas reconnaître de l'onction, un sérieux profond et beaucoup de conviction dans la prose de ce jeune lévite. Il aura la douce vertu de Massillon. Chapitre 27. Les plus belles places de l'Église. Des services, des talents, du mérite. Bah, soyez d'une coterie. Télémaque. Ainsi, l'idée d'évêché était pour la première fois mêlée à celle de Julien dans la tête d'une femme qui, tôt ou tard, devait distribuer les plus belles places de l'Église de France. Cet avantage n'eût guère touché Julien. À cet instant, sa pensée ne s'élevait à rien d'étranger à ce malheur actuel. Tout le redoublait, par exemple, et la vue de sa chambre lui était devenue insupportable. Le soir, quand il rentrait avec sa bougie, chaque meuble, chaque petit ornement lui semblait prendre une voix pour lui annoncer aigrement quelques nouveaux détails de son malheur. Ce jour-là, j'ai un travail forcé, se dit-il en rentrant avec une vivacité que, depuis longtemps, elle ne connaissait plus. Espérons que la seconde lettre sera aussi ennuyeuse que la première. Elle l'était davantage. Ce qu'il copiait lui semblait si absurde qu'il a envie d'en transcrire ligne par ligne, sans songer au sens. C'est encore plus empathique, se disait-il, que les pièces officielles du traité de Münster que mon professeur de diplomatie me faisait copier à Londres. Il se souvint seulement alors des lettres de Madame de Fervaques, dont il avait oublié de rendre les originaux au grave espagnol Don Diego Bustos. Il les chercha, elles étaient réellement presque aussi amphigoriques que celles du jeune seigneur russe. Le vague était complet. Cela voulait tout dire et ne rien dire. C'est la harpe éolienne du style, pensa Julien.
Au milieu des plus hautes pensées sur le néant, sur la mort, sur l'infini, etc., je ne vois de réel qu'une peur abominable du ridicule. Le monologue que nous venons d'abréger fut répété pendant 15 jours de suite. S'endormir en transcrivant une sorte de commentaire de l'Apocalypse, le lendemain aller porter une lettre d'un air mélancolique, remettre le cheval à l'écurie avec l'espérance d'apercevoir la robe de Mathilde, travailler, le soir paraître à l'opéra quand Madame de Fervaques ne venait pas à l'hôtel de la Mole, tels étaient les événements monotones de la vie de Julien. Elle avait plus d'intérêt quand Madame de Fervaques venait chez la marquise, alors elle pouvait entrevoir les yeux de Mathilde sous une aile de chapeau de la maréchale. Il était éloquent. Ses phrases pittoresques et sentimentales commençaient à prendre une tournure plus frappante à la fois et plus élégante. Il sentait bien que ce qu'il disait était absurde aux yeux de Mathilde, mais il voulait la frapper par l'élégance de la diction. Plus ce que je dis est faux, plus je dois lui plaire, pensa Julien. Et alors, avec une hardiesse abominable, il exagérait certains aspects de la nature. Il aperçut bien vite que, pour ne pas paraître vulgaire aux yeux de la maréchale, il fallait surtout se bien garder des idées simples et raisonnables. Il continuait ainsi, ou abrégeait ses amplifications suivant qui voyait le succès ou l'indifférence dans les yeux des deux grandes dames auxquelles il fallait plaire. Au total, sa vie était moins affreuse que lorsque ses journées se passaient dans l'inaction. Mais se disait-il un soir, me voici transcrivant la 15e de ces abominables dissertations, les 14 premières ont été fidèlement remises aux Suisses de la maréchale. Je vais avoir l'honneur de remplir toutes les causes de son bureau, et cependant elle me traite exactement comme si je n'écrivais pas. Quelle peut être la fin de tout ceci? Ma Constance l'ignorait-elle autant que moi? Il faut convenir que ce Russe, ami de Korassov et amoureux de la belle quakeresse de Richemont, fut en son temps un homme terrible. On n'est pas plus assommant. Comme tous les êtres médiocres que le hasard met en présence des manœuvres d'un grand général, Julien ne comprenait rien à l'attaque exécutée par le jeune Russe, sur le cœur de la sévère Anglaise. Les 40 premières lettres n'étaient destinées qu'à se faire pardonner l'hardiesse d'écrire. Il fallait faire contracter à cette douce personne, qui peut-être s'ennuyait infiniment, l'habitude de recevoir des lettres peut-être un peu moins insipides que sa vie de tous les jours. Un matin, on remit une lettre à Julien et reconnut les armes de Madame de Fervaques. Il brisa le cachet avec un empressement qui lui semblait bien impossible quelques jours auparavant, si ce n'était qu'une invitation à dîner. Il courut aux instructions du prince Korassov. Malheureusement, le jeune Russe avait voulu être léger comme deux rats. Là où il eût fallu être simple et intelligible, Julien ne put deviner la position morale qu'il devait occuper au dîner de la maréchale. Le salon était de la plus haute magnificence, doré comme la galerie de Diane aux Tuileries, avec des tableaux à l'huile au lambris. Il y avait des taches claires dans ces tableaux. Julien apprit plus tard que les sujets avaient semblé peu décents à la maîtresse du logis, qui avait fait corriger les tableaux siècle moral, pensa-t-il. Dans ce salon, il remarqua 3 des personnages qui avaient assisté à la rédaction de la note secrète. L'un d'eux, Monseigneur l'évêque II, oncle de la maréchale, avait la feuille des bénéfices et, disait-on, ne savait rien, refusait à sa nièce. Quel pas immense j'ai fait, se dit Julien en souriant avec mélancolie. Et combien il m'est indifférent. Me voici dînant avec le fameux évêque II. Le dîner fut médiocre et la conversation impatiente. C'est la table d'un mauvais livre, pensait Julien. Tous les plus grands sujets des pensées des hommes y sont fièrement abordés. Écoutons 3 minutes. On se demande ce qu'il importe de l'emphase du parleur ou de son abominable ignorance. Le lecteur a sans doute oublié ce petit homme de lettres nommé Tambo, neveu de l'académicien et futur professeur, qui, par ses basses calomnies, semblait chargé d'empoisonner le salon de l'hôtel La Mole. Ce fut par ce petit homme que Julien eut la première idée, qui se pourrait bien que Madame de Fervaques, tout en répondant pas à ses lettres, vit avec indulgence le sentiment qui les dictait.
sûreté. L'âme noire de M. Timbaud était déchirée en pensant au succès de Julien. Mais comme d'un autre côté un homme de mérite, pas plus qu'un sot, ne peut être en deux endroits à la fois, si Sorel devient l'amant de la sublime maréchale, se disait le futur professeur, elle le placera dans l'église de quelque manière avantageuse, et j'en serai délivré à l'hôtel de la Mole. Monsieur l'abbé Pirard adressa aussi à Julien de longs sermons sur ses succès à l'hôtel de Fervaques. Il y avait jalousie de secte entre l'austère janséniste et le salon jésuitique, régénérateur et monarchique de la vertueuse maréchale. Et enfin, le dernier chapitre pour aujourd'hui, chapitre numéro 28, Manon Lescaut. Or, une fois qu'il fut bien convaincu de la sottise et ancêtre du prieur, et ânerie du prieur, il réussissait assez ordinairement en appelant noir ce qui était blanc, et blanc ce qui était noir. Lichtenberg. Les instructions russes prescrivaient impérieusement de ne jamais contredire de vive voix la personne à qui on écrivait. On ne devait s'écarter sous aucun prétexte du rôle de l'admiration la plus extatique. Les lettres partaient toujours de cette supposition. Un soir, à l'opéra, dans la loge de Madame de Fervaques, Julien portait au nu le ballet de Manon Lescaut. Sa seule raison pour parler ainsi, c'est qu'il le trouvait insignifiant. La maréchale dit que ce ballet était bien inférieur au roman de l'abbé Prévost. Comment, pensa Julien étonné et amusé, une personne d'une si haute vertu vantait un roman. Madame de Fervaques faisait profession 2 ou 3 fois la semaine du mépris le plus complet pour les écrivains qui, au moyen de ces plats ouvrages, cherchent à corrompre une jeunesse qui n'est, hélas, que trop disposée aux erreurs des sens. Dans ce genre immoral et dangereux, Manon Lescaut, continua la maréchale, occupe, dit-on, un des premiers rangs. Les faiblesses et les angoisses méritées d'un cœur bien criminel y sont, dit-on, dépeintes avec une vérité qui a de la profondeur, ce qui n'empêche pas votre Bonaparte de prononcer à Sainte-Hélène que c'est un roman écrit pour des laquais. Ce mot rendit toute son activité à l'âme de Julien. On a voulu me perdre auprès de la maréchale. On lui a dit mon enthousiasme pour Napoléon se fait là assez piqué pour qu'elle cède à la tentation de me le faire sentir. Cette découverte l'amusa toute la soirée et le rendit amusant. Comme il prenait congé de la maréchale sous le vestibule de l'opéra, « Souvenez-vous, monsieur, lui dit-elle, qu'il ne faut pas aimer Bonaparte quand on m'aime. On peut tout au plus l'accepter comme une nécessité imposée par la Providence. » Du reste, cet homme n'avait pas l'âme assez flexible pour sentir les chefs-d'œuvre des arts. « Quand on m'aime, se répétait Julien, cela ne veut rien dire ou veut tout dire. Voilà des secrets de langage qui manquent à nos pauvres provinciaux. » Et il songea beaucoup à Madame de Rênal, en copiant une lettre immense destinée à la maréchale. « Comment se fait-il, lui dit-elle le lendemain d'un air d'indifférence qui trouva mal joué, que vous me parliez de Londres et de Richmond dans une lettre que vous avez écrite hier soir, à ce qui semble au sortir de l'opéra ?» Julien fut très embarrassé. Il avait copié ligne par ligne sans songer à ce qu'il écrivait et apparemment avait oublié de substituer aux mots Londres et Richmond, que se trouvaient dans l'original, ceux de Paris et Saint-Cloud. Il commença 2 ou 3 phrases, mais sans possibilité de les achever, il se sentait sur le point de céder au rire fou. Enfin, en cherchant ces mots, il parvint à cette idée. Exalté par la discussion de plus sublimes, des plus grands intérêts de l'âme humaine, la mienne, en vous écrivant, a pu avoir une distraction. Je produis une impression, se dit-il, donc je puis m'épargner la nuit du reste de la soirée. Il sortit en courant de l'hôtel de Fervaques. Le soir, en revoyant l'original de la lettre par lui copiée la veille, il arriva bien vite à l'endroit fatal où le jeune Russe parlait de Londres et de Richmond.
Julien fut bien étonné de trouver cette lettre presque tendre. C'était le contraste de l'apparente légèreté de ses propos avec la profondeur sublime et presque apocalyptique de ces lettres qui l'avaient fait distinguer. La longueur des phrases plaisait surtout à la maréchale. Ce n'est pas là ce style sautillant mais mis à la mode par Voltaire, cet homme immoral. Quoique notre héros fit tout au monde pour bannir toute espèce de bon sens de sa conversation, elle avait encore une couleur antimonarchique et un pis qui n'échappait pas à Madame de Fervaques. Environnée de personnages éminemment moraux, mais qui souvent n'avaient pas une idée par soirée, cette dame était profondément frappée de tout ce qui ressemblait à une nouveauté, mais en même temps elle croyait ce devoir à elle-même d'en être offensée. Elle appelait ce défaut garder l'empreinte de la légèreté du siècle. Mais de tels salons ne sont bons à voir que quand on sollicite. Toute la nuit de cette vie sans intérêt qui menait Julien est sans doute partagée par le lecteur. Ce sont là les landes de notre voyage. Pendant tout le temps usurpé dans la vie de Julien par l'épisode Fervaques, mademoiselle de la Mole avait besoin de prendre sur elle pour ne pas songer à lui. Son âme était en proie à des violents combats. Quelquefois, elle se flattait de mépriser ce jeune homme si triste, mais malgré elle, sa conversation la captivait. Ce qui l'étonnait surtout, c'était sa fausseté parfaite. Il ne disait pas un mot à la maréchale qui ne fût un mensonge, ou du moins un déguisement abominable de sa façon de penser, que Mathilde connaissait si parfaitement sur presque tous les sujets. Ce machiavélisme la frappait. Quelle profondeur, se disait-elle, quelle différence avec les nigauds empathiques ou les fripons communs tels que M. Tambo, qui tiennent le même langage. Toutefois, Julien avait des journées affreuses. C'était pour accomplir le plus pénible des devoirs qui paraissaient chaque jour dans le salon de la maréchale. Ses efforts pour jouer la nuit en traversant la cour immense de l'hôtel de Fervaques, ce n'était qu'à force de caractère et de raisonnement qui parvenait à se maintenir un peu au-dessus de désespoir. J'ai vaincu le désespoir au séminaire, se disait-il. Pourtant, quelle affreuse perspective j'avais alors. Je faisais ou je manquais ma fortune. Dans l'un comme dans l'autre cas, je me voyais obligé de passer toute ma vie en société intime avec ce qu'il y a sous le ciel de plus méprisable et de plus dégoûtant. Le printemps suivant, 11 petits mois après seulement, j'étais le plus heureux peut-être des jeunes gens de mon âge. Mais bien souvent, tous ces bons raisonnements étaient sans effet contre l'affreuse réalité. Chaque jour, il voyait Mathilde au déjeuner et à dîner. D'après les lettres nombreuses qui lui dictait M. de la Mole, il la savait à la veille d'épouser M. de Crossenois. Déjà, cet aimable jeune homme paraissait 2 fois par jour à l'hôtel de la Mole. L'œil jaloux d'un amant délaissé ne perdait pas une seule de ses démarches. Quand il avait cru voir que mademoiselle de la Mole traitait bien son prétendu, en rentrant chez lui, Julien ne pouvait s'empêcher de regarder ses pistolets avec amour. « Ah, que je serais plus sage, se disait-il, de démarquer mon linge et d'aller dans quelque forêt solitaire, avant lieu de Paris, finir cette exécrable vie. » Inconnu dans le pays, ma mort serait cachée pendant 15 jours, ce qui songerait un mois après 15 jours. Ce raisonnement était fort sage, mais le lendemain, le bras de Mathilde, entrevu entre la manche de sa robe et son gant, suffisait pour plonger notre jeune philosophe dans des souvenirs cruels et qui, cependant, l'attachaient à la vie. Eh bien, se disait-il alors, je suivrai jusqu'au bout cette politique russe. Comment cela finirait-il ? À l'égard de la maréchale, certes, après avoir transcrit ces 53 lettres, je n'en écrirai pas d'autres. À l'égard de Mathilde, ces 6 semaines de comédie si pénibles ne changeront rien à sa colère ou m'obtiendront un instant de réconciliation. Grand Dieu, j'en mourais de bonheur. Il ne pouvait achever sa pensée. Quand après une longue rêverie, il parvenait à reprendre son raisonnement. Donc se disait-il, j'obtiendrai un jour de bonheur, après quoi recommenceraient ses rigueurs fondées. Hélas,
sur le peu de pouvoir que j'ai de lui plaire. Et il ne me resterait plus aucune ressource. Je serais ruinée, perdue à jamais. Quelle garantie peut-elle me donner avec son caractère? Hélas, mon peu de mérite répond à tout. Je manquerai d'élégance dans mes manières, ma façon de parler sera lourde et monotone. Grand Dieu, pourquoi suis-je moi? Voilà, c'est terminé pour ces parties-là. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 29. À très bientôt, ciao.